Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. L'after est là jusqu'à minuit ce soir. Avec ce soir François Manardo. Salut François. Salut Flo. Ça va ? Ali Benarbia qui nous rejoindra dans quelques instants. On va être aussi avec Loïc Braillet en direct de Russie. Vous le savez, on va parler de la Coupe des Confédérations. Ça y est, c'est parti. Avec la victoire de la Russie cet après-midi face à la Nouvelle-Zélande. Un match qui ne restera pas dans les annales. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. On dit souvent. Je vous rappelle quand même que l'after, évidemment, comme tous les soirs, étant simultané sur RMC et sur BFM Sport. Et que vous pouvez retrouver le replay de l'after dès la fin de l'émission sur rmcsport.fr. Au programme de l'after ce soir, toutes les infos mercato, vous le savez maintenant. On commencera évidemment les afters toujours par ces infos du marché des transferts, et il y en a, vous allez voir, notamment du côté de Monaco. Et puis on va parler aussi du mercato anglais dans la deuxième heure de l'after avec Philippe Auclair. On va faire le point sur tous les gros clubs en Angleterre et aussi sur les cas des Français, et notamment de Puel, Claude Puel, qui a vu son aventure se terminer avec Southampton. On va parler avec, grâce aux avis tranchés, de la vidéo dans le foot. Ça, c'est François qui veut en parler, et pas seulement de la vidéo. On va aussi parler de quelques mesures qui sont proposées, peut-être promises, et qui pourraient changer un tout petit peu la face du foot. On vous expliquera tout ça et on vous demandera évidemment votre avis au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Et puis Ali, lui, nous parlera dans son avis tranché de cette Ligue 1, de ce jeu de foot qui est de plus en plus attractif depuis quelques semaines, et qui, d'après Ali, ça pourrait durer d'ailleurs cette saison 2017-2018. Donc c'est plutôt tant mieux. Tout ça plus le je m'en fous pas. L'after, on est ensemble jusqu'à minuit. Et on va aussi parler voiture dans l'after, parce que c'est les 24 heures du Mans, vous le savez, ce week-end. On est avec Nico Paolorsi. Salut Nico. Salut l'after, salut à tous. Toyota en tête, c'est ça, la Toyota numéro 7. Exactement, les deux Toyota qui sont en tête. On roule depuis plus de 7h26. Mike Conway qui mène la meute devant Sébastien Buemi et la Porsche de Nil Yanni. Les trois voitures qui se tiennent en 24 secondes. C'est énorme, après plus de 7 heures de route, ce petit écart. Et puis un petit mot quand même de Fabien Barthez dans l'after. On est obligé de parler de la performance du champion du monde et d'Europe. Il est 17ème au volant de Saliger. Il fait sa course. C'est sa troisième participation aux 24 heures du Mans, Fabien Barthez. Et on rappelle que c'est des 24 heures qui sont placés sous le signe de la chaleur, avec beaucoup de petits problèmes mécaniques ou de liés à la fatigue. On rappelle que déjà pendant les essais, c'est ça, il y a eu un record de vitesse record absolu, record absolu. 3,14, on est descendu en dessous des 3,15, c'est une première. Et c'est vrai qu'on s'attendait à des problèmes de fiabilité et des casses moteurs, ou avec ces systèmes de voitures hybrides, des problèmes au niveau des batteries. Et les voitures ont très bien tenu. Il y a eu très peu d'abandon cet après-midi, mais demain la journée sera encore un petit peu plus chaude, donc il va falloir bien évidemment bien gérer la nuit et ménager ses pneumatiques cette nuit pour pouvoir arriver fort lors des toutes dernières heures. Les amis, le record absolu de vitesse, il est de combien déjà ? Alors c'est sur une moyenne, c'est pas le record en pointe, sur une moyenne. Ça, Nico. Ouais, je crois que c'est 251 km/h de moyenne sur les 13 km 659 du circuit du Mans. C'est énorme, avec des pointes à 330-340 km/h dans la ligne droite du Naudière qui fait un peu plus de 5 km. Donc c'est vraiment des fusées, quand on les voit passer devant la ligne des stands, c'est vraiment de véritables de bonne cervicale. Nico, on est avec toi. Et évidemment, s'il se passe quoi que ce soit au niveau mécanique et au niveau de cette course, tu nous appelles, on fait le point. Les 24 heures, c'est évidemment à suivre sur RMC ce week-end. J'en profite pour vous donner les 2-3 résultats importants de la journée, de la soirée surtout, puisque Chalon vient de gagner, vous l'avez suivi peut-être sur RMC, à Strasbourg au buzzer 71-70. Ça fait donc 2 victoires à 1 pour les Chalonnais, qui pourront devenir champions de France s'ils remportent une 3e victoire lors du match numéro 4. L'autre nouvelle, elle est moins bonne pour l'équipe de France de rugby, qui a été battue 37-15 en Afrique du Sud lors du deuxième test cet après-midi. Et en ce moment même, il y a Argentine-Angleterre, 18 partout pour l'instant entre les deux équipes après 53 minutes de jeu. Voilà, on a été complet. Non, pas tout à fait. La France, c'est la championne d'Europe de basket féminin, a battu la Serbie 73-57. C'est les meilleurs ennemis, les Français, les Françaises et les Serbes. Donc la France en est à 2 victoires en 2 matchs de poule. C'est plutôt bien parti, alors que la Serbie en est à 2 défaites en 2 matchs de poule. Dans les autres matchs, il y a un autre match un peu plus folklorique, on va dire. François, ça te rappelle des souvenirs à toi qui a côtoyé peut-être certains des joueurs qu'on voit à Nice. On rappelle quand même que c'est pour la très très bonne cause, puisque c'est en hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet. Un match entre France 98 et d'ailleurs qui a été un peu renforcé. Il n'y a pas que des joueurs, je pense, de l'épopée 98. Non, pas du tout. C'est le club. Il y a Olivier Capot, on voit Eric Roy, qui par exemple n'a jamais eu de sélection. Et en face, c'est l'Italie. Cocard, on a du mal à le reconnaître. Flo, il a grossi un peu l'ami Cocard, mais en tout cas, il y a 4-0 pour France 98 face à l'Italie, avec dans les buts italiens Abbiati. Et tu parles de mecs qui ont grossi. Alors en revanche, il y en a un qui ne bouge pas.
Et pourtant, il n'a pas toujours eu une hygiène de vie. Voilà, exemple de tout reproche, il le reconnaîtra aisément, c'est Sinégovou. Ah oui, mais il est bien. Incroyable. À part la tignasse qui augmente de volume, mais sinon, physiquement, c'est impeccable. Bon, voilà, donc France 98 qui mène 4-0 face à l'Italie. Et on rappelle que c'est à Nice, évidemment, puisqu'on est presque un an, on va dire 11 mois après cette si terrible soirée du 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais. Loïc Braillet est avec nous, je vous l'ai promis. Salut Loïc. Salut Flo et salut François, salut à tous. Loïc est en Russie, vous le savez maintenant, pour la Coupe des Confédérations. Ça y est, c'est parti. Tu nous l'avais dit, tu allais suivre ça avec des supporters dans Moscou. La Russie a gagné 2-0 dans un, on l'a dit, tout petit match, mais enfin ils ont gagné. Comment tu as vécu ça et quelle était l'ambiance à Moscou? Écoute, j'ai été agréablement surpris parce que je me suis dit, bon déjà, les bars, ça va pas être la folie en termes d'ambiance, etc. Et j'ai passé une super soirée. Je me suis positionné effectivement dans un bar à quelques centaines de mètres de la place Rouge. Et il y avait des expatriés français qui étaient là, il y avait des Russes. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde au début au coup d'envoi, on s'est quand même levé pour l'hymne russe, on respecte les choses jusqu'au bout côté russe et on a quand même vécu le match très intensément et en discutant avec certains de ces supporters russes, ils nous disaient, alors c'est vrai qu'on n'est pas les plus bruyants, qu'on n'est pas les plus fervents supporters, mais on ne demande qu'à être réveillés en fait par les résultats de cette sélection. Et la plupart ont davantage la culture club, surtout à Moscou avec la multiplicité des clubs de Moscou. Mais lorsque la sélection nationale joue et lorsqu'elle commence à engranger quelques résultats, l'engouement peut tout de suite se réveiller assez vite. Et c'est vrai que j'ai pu m'en apercevoir. Alors, c'était pas un match fantastique, on est tous d'accord, mais ça faisait plaisir à voir ces quelques scènes au moins de satisfaction dans ce bar tout à fait sympathique dans Moscou. Donc j'étais agréablement surpris. J'en profite pour accueillir Ali Benarbia qui a mis un peu les couleurs de la Russie d'ailleurs en hommage à la sélection russe. Salut Ali, bienvenue dans l'after. Salut François. Salut Ali. On est avec Loïc qui est en Russie. Tu voulais poser une question à Loïc, donc tu as passé un peu de temps avec tes nouveaux amis russes, mais bon, le match était à Saint-Pétersbourg et toi tu es à Moscou. Est-ce que tu vois aussi pas mal d'étrangers dans les rues de Moscou qui viennent pour cette Coupe des Confédérations? En tant que supporter, j'en ai croisé quelques-uns, pour être tout à fait honnête. À l'aéroport, j'ai croisé des Chiliens, figure-toi, qui ont fait le déplacement qui ont fait le déplacement avec leur maillot, donc ils sont très visibles, etc. Pour le reste, je t'avoue qu'à part quelques collègues journalistes que j'ai croisés au stade du Spartak hier pour retirer mon accréditation, j'ai pas croisé grand monde en termes de supporters, et ça sera, et tu as raison de le souligner, l'un des enjeux aussi, puisqu'on évoque le chiffre, encore une fois, je vous le disais hier, et ça semble se confirmer pour ce début de la compétition, même si le stade à Saint-Pétersbourg pour le match d'ouverture était à guichet fermé, on a toujours ce chiffre d'un billet vendu sur seulement, donc peut-être des tribunes un peu clairsemées, voire clairement vides sur certaines rencontres. Et Loïc, tu avais une fanfest à Moscou? Ou bien c'était seulement à Saint-Pétersbourg aujourd'hui? Elle est prévue en tout cas pour la Coupe du Monde évidemment. J'y suis allé en tout cas à l'emplacement de cette fan zone qui en fait surplombe un petit peu sur les hauteurs de Moscou. Alors elle est a priori, ou alors il faut qu'il se mette en place très très vite, elle n'est a priori pas prévue pour la Coupe des Confédérations, parce qu'il y avait encore les différentes rues qui coupaient cet endroit, qui est en fait juste à côté de la plus prestigieuse université de Moscou, qui date de l'époque de Staline, qui est un énorme bâtiment. Il y a un grand parc devant et ça surplombe la capitale moscovite, et visiblement il y aura un écran géant installé là, mais ce n'est pas le cas pour la Coupe des Confédérations. Mais ça va être un super spot pour les supporters en revanche pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Très bien. Alors tiens, on va évidemment parler de sécurité aussi avec Loïc, mais revenons quand même sur le match très vite. C'était pas un grand match. La Nouvelle-Zélande, c'est faible. Le gardien par exemple joue à Unterhaching, qui est en D4 allemande, je crois. Il n'y avait pas de grands joueurs du côté de la Nouvelle-Zélande. Comment tu as trouvé la Russie, tiens d'ailleurs Loïc, sur ce match, parce qu'ils ont gagné 2-0, c'était on va dire la moindre des choses. Ouais, c'était la moindre des choses. Alors c'est vrai que la faiblesse de la Nouvelle-Zélande a un petit peu tout faussé, mais bon, au-delà des quelques maladresses, des quelques pertes de balles, j'ai trouvé que par moment il y avait des mouvements intéressants, notamment sur les côtés. Alors ça manque de vitesse, ça manque de justesse technique la plupart du temps, mais il y a moyen peut-être de réaliser quelques bonnes perfs, mais bon, ça reste globalement quand même limité. On pourra pas attendre des miracles de cette équipe. Ouais, Loïc, on
on les a vus, et c'est ce qui est le plus inquiétant, on les a vus dans la même lignée que ce qu'ils ont montré, c'est-à-dire pas grand-chose chez nous l'année passée. C'est ça. Sauf qu'en face, c'était une telle indigence que effectivement tu peux pas t'en servir comme référence. Ali, t'as pensé quoi de cette équipe russe qui gagne 2-0, certes, qui est en tête dans son groupe, évidemment. Il y a eu qu'un match, le deuxième match du groupe, c'est demain, Portugal-Mexique, à la même heure, 17h, coup d'envoi, en France. C'est-à-dire que dans l'histoire, on avait trop l'habitude de l'URSS, où il y avait pratiquement tous les meilleurs joueurs du RSS, et puis progressivement, cette équipe de Russie, ça a été plusieurs petits pays, et elle a plus la même qualité ni la force qu'elle avait avant, à l'image un petit peu de ces clubs qu'on ne retrouve plus du tout en Coupe d'Europe. À un certain temps, le Lokomotiv, le Spartak, le Zénith aussi. Ouais. Et puis progressivement, on n'entend plus du parler des clubs russes. À l'étranger, donc ils ont beaucoup de Brésiliens et peut-être moins de joueurs très forts locaux, on va dire. Et automatiquement, tu n'as plus cette unité que tu avais, ou un esprit collectif avec quelques très très bons joueurs. Et comme l'a dit François, on l'a vu déjà très défensive et très lourde au championnat d'Europe des Nations. Et là, je veux dire, ils ont eu le temps pour préparer la Coupe du Monde. Et quand on voit cette équipe, même si c'est contre la Nouvelle-Zélande, et eux ont les moyens, pour former une super équipe. Mais le problème, c'est que peut-être à avoir trop d'étrangers dans une équipe nationale, on le voit avec l'équipe nationale d'Angleterre, ça peut pénaliser. Si tu penses en termes de formation, quand ils ont la Coupe du Monde en 2010, qui est le même jour que le Qatar, ils l'ont obtenu en même temps. En 2010, tu avais le temps de faire une formation et de profiter d'une génération pour qu'en 2017... et a fortiori 2018, tu aies des joueurs qui soient prêts. C'est vrai. Ouais. Tiens, juste, je regarde en même temps parce qu'il y a France-Italie, je vous l'ai dit, ce match amical entre France 98 et Italie. Et Greg Coupé vient de faire un arrêt magnifique sur une frappe italienne, donc j'étais perturbé après une énorme occasion de Yoann Mikou. Mais il y a toujours 4-0 pour France 98. Et tout ça pour dire que vraiment, c'était pas en balance cet après-midi. C'était un peu... c'est vrai. Alors, Loïc, juste un mot quand même sur la sécurité, parce qu'on a appris quand même une info importante. On sait que ça va être l'un des enjeux majeurs pendant la Coupe des Confédérations, mais surtout l'an prochain pendant la Coupe du Monde. Alexander Shpirigin, qui est le leader des supporters russes, qui avait été expulsé de France 2 fois l'an dernier, qui était, on va dire, un peu à l'origine des débordements qu'il y avait eu avec des supporters russes, et à Marseille notamment. Il était interdit d'accès pour le match d'ouverture de cette Coupe des Confédérations. C'était l'une des infos du jour, ce qui montre un peu la volonté très forte des autorités russes. Loïc, ça c'est l'un des enjeux majeurs de cette Coupe. Absolument, et d'ailleurs il fallait montrer plus que patte blanche pour entrer dans le stade de Saint-Pétersbourg, puisqu'en fait le moindre smartphone, la moindre tablette, fallait l'allumer, tout comme tous les laptops et les ordi portables, etc. Et toutes les voitures, mais alors presque désossées avant de rentrer dans le stade. Donc c'était vraiment assez impressionnant, me disait Jérôme Sillon, notre collègue d'SFR Sport bien sûr, puisque moi je suis à Moscou. Et en discutant avec les supporters russes également dans ce bar où j'ai passé la soirée, je leur demandais: est-ce que vous êtes inquiets de cette problématique-là? On en parle beaucoup, nous en France, etc. Et ils me disaient: oui, vous en parlez beaucoup trop, parce que c'est vrai que c'est un problème qui existe, on va pas le nier, c'est un peu endémique, voire culturel entre guillemets en Russie, mais vu le contexte actuel en Russie, l'image qui doit être absolument améliorée en accueillant le monde l'année prochaine, les élections présidentielles prévues en mars prochain, 2 mois avant le début de la compétition, il me dit: vous pouvez être certain qu'il va rien se passer, me disaient-ils tous. Il y aura une petite minorité peut-être qui se mettra à 50-100 km dans les bois, à 100 km de Moscou pour se taper dessus peut-être, mais dans la capitale il ne se passera absolument rien, personne ne va bouger le moindre petit doigt, parce qu'il y a trop d'enjeux, et même trop d'enjeux peut-être pour eux, ce groupe de supporters ultra ou hooligans, si on va jusqu'à les appeler comme ça. Donc en fait personne n'a d'intérêt à poursuivre sur le chemin de la violence, en fait. Alors le président russe, en plus Vladimir Poutine, qui évidemment sait que cet enjeu en termes d'image est important, a mis en place de nouvelles lois qui permettent de punir effectivement plus sévèrement les auteurs de violences lors des compétitions sportives. C'est tout ça évidemment en vue du mondial de l'an prochain, et notamment chaque supporter doit être en possession d'une carte de supporter personnalisée pour entrer dans le stade. C'est cette carte qui a été retirée au fameux Shpirigin cet après-midi, 2 heures avant le match en plus, pour éviter qu'il puisse éventuellement la récupérer. Et voilà l'une des solutions. Après il y en a d'autres. Pour info, je crois que c'est à l'occasion de la finale, quand il y a eu la finale de C1, c'était à Loujniki récemment, il y avait pas celle de cette année, mais il y avait 12 000 policiers
quand vous imaginez ce que c'est 12 000 policiers sur un match, par exemple pour un PSG-OM, je crois plus qu'au Stade de France. Je crois que c'est 10 fois. Voilà, il y a 1200 pour un PSG-OM, je crois, au parc, ou peut-être 1500 parfois. Voilà. Donc c'est vous dire que quand il s'agit de mettre les moyens, s'il faut les mettre, effectivement, comme disait Loïc, ils les mettront. Non, mais si on en revient en ce moment pour la protection des spectateurs, même s'ils ne sont pas contents avec ces listes d'attente, avec ce qui se passe de nos jours un petit peu partout dans le monde, aussi bien envers les hooligans que les problèmes de terrorisme, surtout dans un pays comme la Russie qui lui aussi peut être visé, le plus important c'est la sécurité. Donc ce qu'il faut dire pour la Coupe du Monde qui va arriver, c'est qu'il va falloir bien arriver bien plus tôt au stade, parce qu'il va y avoir des longues queues. Et je pense que progressivement, même maintenant dans la Ligue 1, c'est devenir beaucoup plus tôt qu'avant, où tu pouvais arriver, prendre ton billet et rentrer de suite. Maintenant, il y a de plus en plus de fouilles, et donc il faut bien prendre son temps pour venir beaucoup plus tôt. C'est ce qui va distinguer la Russie par rapport à d'autres pays. Le dernier en date, c'était la Pologne et l'Ukraine lorsqu'ils ont accueilli l'Euro 2012. Mais ce qui va distinguer la Russie, c'est que l'année prochaine, outre les questions évidemment de sécurité liées à une menace externe, elle a aussi un problème sur son sol. Donc il y a une double concentration des efforts, des moyens et peut-être aussi en termes de répression, pour que tout se passe bien. Et quand on connaît un peu la mentalité russe, ils voudront absolument qu'il y ait le moindre plus les élections, aucun danger. Au mois de mars, les élections, c'est avant la Coupe du Monde. Tiens, Loïc, une dernière question, on va te libérer. Juste un truc déjà, puisqu'on parle beaucoup de mascotte dans l'after, on est très pointu là-dessus après les footix. Est-ce que tu as vu la mascotte? Alors, Zabi Vaka, le loup à lunettes. Elle est bien. Ouais, c'est le loup. En fait, est-ce que tu as vu le loup, Loïc? J'ai vu le loup. J'ai vu ce loup-là en tout cas. Il va falloir que tu regardes la louve parce qu'il y en a pas mal dans le choix. Je vais essayer d'aller pas mal du tout. De quoi attraper un torticolis même. J'ai rencontré ce loup-là effectivement à l'entrée de la place rouge. En fait, il y a un décompte qui a été installé pour expliquer le nombre de jours qui restent avant le début de la compétition. 362 d'ailleurs aujourd'hui, avant le coup d'envoi. Et effectivement, il était installé à côté. Par contre, il s'appelle comment, Florence, il s'appelle Zabi Vaka. Zabi Vaka. Je peux pas dire s'il y a peut-être loup dedans. Zabi, oui, peut-être. Il a été élu mascotte au détriment d'un tigre cosmonaute et d'un chat. Il a battu, voilà. C'est pas n'importe qui, ce loup. L'ours, c'est le mieux. L'ours, pour la Russie. C'était les jeux de 80. C'était un chien, non, un cosmonaute. Le vrai, c'est un chien, Leica. Leica, c'était une chienne, même. Oui, pardon. Une chaîne cosmonaute. Attends, juste, on va libérer Loïc quand même, parce que là, on est parti sur les chemins de travers. La chaîne cosmonaute. Sur la chaîne cosmonaute, je sais pas ce que fait une chaîne dans l'espace. Loïc, un mot sur le. Non, on veut pas savoir. Le programme de demain, j'ai dit, c'est Portugal-Mexique. Très belle journée demain. Portugal-Mexique à Kazan à 17h heure française, effectivement. Et le premier match du deuxième groupe, il n'y a que deux groupes évidemment. Cameroun-Chili à 20h au stade du Spartak à Moscou, et on y sera, on vivra ça en direct sur RMC et sur SFR. Et d'ailleurs, le Mexique avec un joueur que j'adore, qu'on adore tous, Rafael Marquez, qui était déjà là. Il était déjà lors de la première Coupe des Confédérations presque. Non, mais j'exagère, mais il était. Ça fait longtemps. 38 ans. Il était là il y a 18 ans. Après, il a remporté la compétition il y a 18 ans. C'est énorme. Il avait 20 ans et il en a 38. Il est toujours là, Rafael Marquez, il sera là demain. Et dernière info pour toi, Loïc. À Moscou, on attend beaucoup le choc Russie-Portugal, c'est ça, mercredi ? Totalement, puisque ça sera le seul match, alors sauf si la Russie va en finale. Et non, je te dis même des bêtises, parce que la finale aura lieu à Saint-Pétersbourg, sauf si la Russie joue pour la 3e place. Ça sera le seul match de la Russie à Moscou pour la Coupe des Confédérations. En plus, face au Portugal, qui a l'effectif le plus rempli de stars, emmené par Cristiano Ronaldo. On verra l'effet qu'il provoque dans la capitale. Mais effectivement, notez bien ça, c'est mercredi à 17h heure française, Russie-Portugal à vivre là aussi sur RMC. Merci beaucoup Loïc, bonne soirée. Merci pour toutes ces infos. Ciao Loïc, profite-en bien. On va vivre toute cette Coupe des Confédérations avec Loïc Braillet sur RMC, avec Jérôme Sillon, Jérôme Breton et tous nos copains de SFR Sport 1, puisque tous les matchs sont en intégralité, vous le savez, sur SFR Sport 1. Allez, c'est parti. Toutes les infos foot du jour, c'est le Mercato Show.
Sur le hashtag RMC Live, tiens, j'ai oublié, Celle-ci nous dit j'ai bien aimé Roras et Thomas chez les Néo-Zélandais. C'est pour dire qu'il y en a qui avaient regardé le match avec attention. Thomas. Voilà. Et puis d'autres qui nous disent est-ce qu'il y a des sujets plus passionnants que la Coupe des Confédérations? Bah oui, nous dit LeBron Steak, peut-être. Avec ce mercato, c'est parti. Je vous donne les infos déjà. Un nouveau transfert à Monaco. Swalio Meite, qui est un milieu de Zulte Waregem, qui est qui a 23 ans, voilà, et qui a signé un contrat de 5 ans jusqu'en juin 2022. Il a quasiment pas joué en fait pendant 2 saisons après son transfert d'Auxerre. Il avait été en difficulté à Lille. Il s'est relancé en Belgique depuis février 2016 et il a gagné la Coupe de Belgique là-bas. Donc voilà, c'est la 4e recrue estivale quand même déjà. Après Tillmans, donc d'Anderlecht, Jordi Gaspard, vous savez, ce jeune Lyonnais qui a préféré signer son contrat pro avec Monaco plutôt qu'à Lyon. Et puis Diego Benaglio, le gardien de Wolfsburg, qui va donc devenir le gardien remplaçant à la place de De Sanctis, qui clairement donnait des signes de lassitude là avec ses 40 printemps. Il avait un petit peu de mal, De Sanctis. Voilà pour les infos qui concernent Monaco. Et tiens, on a justement Serge, l'auditeur et supporter de Monaco, avec nous. Salut Serge. Salut Serge. Alors qu'est-ce que tu penses de ce début qui est assez original? Ils nous font souvent ça, les Monégasques, avant de taper dans le gros s'il y a besoin, et ils commencent à concocter un effectif avec des jeunes joueurs. C'est dans la lignée. Tout d'abord, j'ai juste envie de dire un grand bonjour et bonsoir à Ali Benarbia. Bonsoir Serge. En tant que supporter de Monaco, tu m'as fait kiffer en 97 plutôt. Hein. Ouais. Et merci pour le titre, quoi. Tu fais ça encore, c'est bien. Ça marche. Beau, ça. Et puis ça marche avec. Et en plus, ça marche partout. À Paris, à Bordeaux, à Monaco, à chaque fois qu'on a quelqu'un. Je trouve que c'est souvent les Monégasques qui n'ont pas la même impact Paris, par il rapport n'a à pas de Ali. titre. Non, c'était un 2e. Ouais, non, mais même pas de coupe. Non, perdu contre Gagnon. Perdu contre Gagnon. Contre Gagnon. Je savais que celle-là, la finale PSG était vachement souvent gagnant de coupe. Monaco, non? Bon, Monaco, Bordeaux, champion de France. Ouais. Marty, champion de D2, non? Ouais. Oui. Bon, voilà, il était champion partout. Serge, vas-y sur le mercato monégasque. Donc sur le mercato, j'avais déjà appelé du gars pour dire que moi je suis obligé de faire confiance aux dirigeants. À partir du moment où tout ce qu'ils ont annoncé jusqu'à présent, ils l'ont fait, et même bien, quoi. Donc, pour l'instant, ils ont dit qu'ils achetaient des joueurs à fort potentiel, des petits jeunes, et donc ils sont dans leur lignée, comme ils l'ont fait depuis qu'ils ont été obligés de changer de projet, après de faire toute l'histoire du fair play financier. Et ils l'ont fait très très bien, et moi je m'alarme pas, quoi. Moi, je pense, Serge, en fait, que pour l'instant, à Monaco, on ne s'alarme pas parce qu'il n'y a eu qu'un départ. D'accord avec moi? C'est que Silva, parce que même Bakayoko n'est pas encore parti. Par contre, si tu as 1 ou 2 joueurs en plus importants, style Lemar ou Fabinho, ou même Mendy qui a fait une super saison qui part, et c'est possible, et que tu recrutes que ce style de jeunes joueurs, comme les 2 premiers recrues, tu penses un peu juste? Là, oui, ça sera juste pour, on va dire, un PSG qui va être arrogant et un petit peu énervé de la saison prochaine et qui va surtout, revanchard, surtout, il va pas vouloir rater son début de saison, alors que Monaco l'avait bien réussi. Et il faut que, et la Ligue 1, j'en parle après dans mon sujet, pour qu'elle soit attractive, il faut qu'il y ait 4 équipes qui ont le potentiel de viser le titre. Je pense à Marseille s'il faut un bon recrutement, à Monaco, au Paris Saint-Germain et à Lyon. Si tu n'as pas ça, automatiquement, elle ne peut pas être attractive. Cette année, on a eu la chance d'avoir Monaco, PSG et Nice. Il y a eu un trio remarquable qui nous a fait vibrer. Et la Ligue 1 a besoin de ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que Monaco s'affaiblit au moment où là, elle veut garder son titre et bien évoluer en Champions League. C'est clair. Oui, vas-y. Je pense que Monaco va pas... Dans la mentalité, je pense que s'il y a autant de jeunes joueurs, j'ai entendu parler du petit Jordi Mboula du Barça, un mec de la Masia qui viendrait peut-être à Monaco. C'est-à-dire que des jeunes joueurs savent que Monaco peut être une vitrine pour qu'ils puissent progresser et donc aussi servir des intérêts de Monaco. Donc tout le monde peut être gagnant dans les 2 sens. Et je trouve que moi ça me plaît de voir des jeunes joueurs qui veulent venir à Monaco pour leur future carrière et en même temps juste pas pour se reposer parce qu'il y a le soleil et compagnie, mais c'est quand même ils viennent aussi parce que Gaspard expliquait très bien. Calme. Il n'y a pas que ça. Il donne la chance. Il donne la chance aux jeunes. Et Gaspard, il a dit c'est un peu flou à Lyon. Pourtant, à Lyon, on donne leur chance. Non. On retourne à Lyon. On a commencé à donner la chance à Lyon. Aux jeunes à Lyon. Quand Aulas
a fait le stade et que les gros salaires fallait qu'ils sortent par obligation. Ouais, pas par Dès choix. que ça allait mieux, on a revu des recrues, un petit peu des titulaires avec des gros salaires et automatiquement, progressivement, un petit peu moins de jeunes. C'est surtout ça qu'il faut dire. La situation de Monaco actuellement, avec le mercato qui a démarré le 9 juin, on peut pas la juger. Non, pour l'instant, on ne sait pas. Ils savent très bien qu'il risque d'y avoir des départs encore. Et des départs importants, et c'est en fonction de ces départs, il doit avoir plusieurs plans, évidemment. Là, on est dans une période du marché où tu as un plan A, un plan B, un plan C, on va dire. Et puis, tu vas commencer vraiment à battre tes cartes fin juillet, et puis ça va battre son plein au mois d'août. Là, tu pourras effectivement dire Monaco s'est peut-être affaibli, ou au mieux renforcé. Mais l'année dernière, en fait, se poser la question, soit le plan A, on se qualifie pour la Champions League, soit le plan B, on ne se qualifie pas et on vend. Là, ils le savent vraiment à l'avance qu'ils ont la Champions League. Donc c'est un atout. Est-ce qu'après, maintenant, on ne sait pas du tout ce que pensent les dirigeants russes? Est-ce qu'ils ont besoin aussi d'entrées financières? Parce qu'ils avaient quand même assez vendu. Est-ce que lui ne veut pas récupérer une certaine somme d'argent? On ne le sait pas. Le besoin, Ali, je veux dire, si demain tu as une offre, comme ce sont des chiffres, comme il y a eu pour Silva, j'en avais parlé, je l'avais évoqué il y a un mois. A priori, les parents de Kylian Mbappé refuseraient de discuter à moins de 130 millions d'euros. Quand tu es sur une somme, je dis pour un seul joueur aussi astronomique que ça, c'est plus une question de besoin. Non. Sur 130 millions d'euros, c'est une obligation. Tout le monde en a besoin. C'est une obligation. Complètement. Allez, deux petites infos avant de passer à Nice, parce qu'on va en parler. On remercie Serge, supporter de Monaco qui était là, et Thomas, supporter de Nice, arrive au 32-16 également. Deux petites infos. Ça bloque pour Sirigu qui a encore une année de contrat. On avait parlé d'un accord à l'amiable, de lui verser même une somme d'argent, de les partir gratuitement, mais c'est plus le cas. Donc il y a un petit blocage, mais en tout cas, il compte plus sur lui. On appelle ça l'arrivée d'un directeur sportif. Oui, exactement. Tu as raison. Il a mis son nez dans le dossier. Ça va changer. Et il refuse pas de cadeau, en tout cas. Non, aucun cadeau. Et en tout cas, Sirigu, c'est pas pour autant qu'il le souhaite dans l'effectif. Samir Nasri qui affole la Turquie, parce que Nasri, comme beaucoup de joueurs, comme Valbuena, vous savez, qui lui a fait son choix, c'est Fenerbahçe. Gomis peut-être vers Galatasaray. Là, c'est Beşiktaş et toujours Galatasaray qui souhaiterait l'arrivée de Samir Nasri. Je suis que le FC Séville ne lève pas l'option d'achat sur Samir Nasri. Par contre, ils en disaient le plus grand bien. Je pensais, c'était vraiment le playmaker de l'équipe. Peut-être le salaire, un peu moins le salaire, bien François, parce qu'il a un gros salaire, Samir. Il y a des sous à Séville. Mais j'aurais l'entraîneur peut-être aussi. J'aurais pensé que Guardiola allait faire revenir Samir. Non, je pense pas. Ah non. Tu le pensais à partir de quoi? Non. Par rapport à la saison qu'avait fait Samir Nasri, Séville, et que au début il lui avait peut-être dit qu'il n'aurait pas autant de jeux titulaires. Ouais, mais c'est ça, Ali. Dans la façon de jouer. Je pense que exactement, mais Samir, il aime bien ça, Guardiola. Se voit encore, tant mieux pour lui, en tant que joueur et en tant que joueur influent dans son équipe. Je pense qu'à Manchester, il n'a pas la moitié du crédit qu'il avait obtunu à Sanchez Pizjuán. Puisqu'on parlait de Turquie, Nabil Dirar et de Monaco tout à l'heure. Nabil Dirar a signé 3 ans, plus une en option à Fenerbahçe. Donc voilà, ça fait un autre joueur de Monaco. Une chasse en bouillotte, là, ils ont eu une grosse piqûre, là. Ils sont en train de se réveiller très avant d'avoir parlé de Nice et d'Imbula qui se rapproche de Nice, on file au Mans, les 24 heures du Mans avec Nico Paolorsi. Nico, il se passe quelque chose alors qu'il est 22h52. Ouais, bientôt 8 heures de course, c'est le gros coup dur. On voit le visage là des mécaniciens de Toyota qui ne comprennent pas ce qui s'est passé avec la Toyota numéro 8 de Sébastien Buemi, qui était deuxième, qui était à 20 secondes de la Toyota numéro 7 et qui a dû s'arrêter. On a vu de la fumée s'échapper de l'avant droit de la machine. Les mécaniciens ont rentré la Toyota au stand. Ils n'ont pas encore abandonné l'équipage de Buemi, Nakajima et Davidson, mais ça sent pas bon quand même. Il reste donc pour le moment une Toyota en tête, la numéro 7 devant la Porsche Andrea Lotterer. Il reste une autre Toyota à la 3e position, mais la Toyota numéro 8, c'était celle qui dominait le championnat du monde d'endurance, qui avait remporté les 6 heures de Spa et les 6 heures de Silverstone. C'est le grand favori qui est pour l'instant bien ralenti dans ces 24 heures du Mans. Il reste 16h07, la Toyota numéro 7 en tête devant la Porsche d'André Lotterer. Merci Nico. Imbula qui se rapproche de Nice, le meilleur layer de Stoke City, qui pourrait rejoindre Nice après Makengo, Tamez, Lesmelou. Ça pourrait être donc Djemeneli Imbula. L'idée, c'est un prêt assorti d'une prise en charge partielle du salaire de l'ancien Marseillais. Voilà, dénouement des discussions à venir. Thomas est avec nous, supporter de Nice. Salut Thomas. Bonsoir à tous. Alors, Imbula vers Nice. D'ailleurs, on en parlait hier pour un possible rassemblement de série. Non, t'as pas l'air d'accord? Imbula, elle n'a pas de série?
Ça va être délicat, ça. Déjà, Mboula, moi, je suis pas très très chaud. Je veux bien qu'on soit l'équipe qui relance tout le monde, mais on relance les joueurs qui ont un peu de talent et qui ont un peu d'intelligence de jeu. Mboula, j'ai un peu peur. Hein. S'il commence à pas jouer dès le début, il va, vu qu'il se prend pour El Phénoméno, s'il joue pas dès le début, il va un peu foutre le boxon. Moi, je suis pas chaud, je suis pas rassuré d'un Mboula. Après, si on le fait sur 1 an et qu'on prend pas, on fait un prêt et qu'on le tente comme ça, bon, on le tente, hein, on perd rien, mais je suis pas emballé. Hein. C'est comme d'ailleurs comme toutes les nouvelles recrues pour l'instant, pour une équipe qui a fini 3e l'année dernière. C'est un peu comme pour les Monégasques, tu trouves ça un peu juste, un peu léger, quoi. Ouais, mais à Monaco, à la limite, eux, ils peuvent se permettre parce qu'il y a que Bernardo Silva qui est parti, ils ont quand même des joueurs qui ont de l'expérience et maintenant ils peuvent faire, mais là ils font des joueurs d'appoint, ils tentent des bons joueurs du championnat belge et tout, c'est intelligent de leur part. Mais regarde, nous c'est quand même super jeune ce qu'on fait, hein, c'est super. Ouais, super Thomas, jeune. mais on est beaucoup de clubs de Ligue 1 et ils n'ont pas fait beaucoup de matchs de Ligue 1 les jeunes qui arrivent là. C'est vrai. Thomas, c'est exactement la même chose qui s'est déroulée l'année passée. Il y a eu un marché niçois qui était somnolent, voire même inquiétant, parce que tu voyais arriver Louzamba, tu voyais arriver Donis. Cyprien, on le connaissait pas très bien avant de voir une des plus belles révélations de la Ligue 1. Et puis ça s'est affolé. Ça s'est affolé après avec Balotelli. Non, mais la dernière semaine du mois d'août. Belanda, Balotelli, Dante. Donc c'est vrai qu'il a raison, François, dans le timing, c'est un peu la même chose. C'est un peu d'ailleurs comme Monaco. Ils sont d'abord en train de faire les dossiers les plus faciles. Tillman, ça a été vraiment une très belle pioche. C'est vrai. Mais sinon, c'est les dossiers un peu peut-être les plus simples. Et en fonction de ce qu'ils vont perdre ou garder, ils vont recruter ou pas. Non, mais en plus, la différence, c'est que tu parles des Mboula, tu parles des joueurs, mais quand tu es coaché comme ce style de coach, ça se peut que le joueur travaille et t'apporte totalement différent. Donc, le coach que tu as gardé, et ça, c'est la chose la plus importante, Favre, va faire bosser Mboula différemment. Et s'il le prend, c'est qu'il a une idée dans la tête. Ah, tiens, toute dernière info, c'est le Daily Mail qui révèle ça. En fait, le PSG aurait été au courant des déboires à venir de Cristiano Ronaldo avec la justice espagnole dès la finale de la Ligue des Champions, il y a quelques semaines, parce que Mendes en aurait parlé à Nasser El Khelaifi en lui disant tiens, il va peut-être être inquiété et ça va sans doute l'énerver. Donc, le PSG serait montré intéressé, on va dire, par cette affaire. C'est une petite histoire qui sort en ce moment et qui a été racontée par le Daily Mail. Et on rappelle aussi que le dossier PP est toujours quand même étudié, même si derrière ce dossier PP se cache pas un départ. Peut-être dans ce cas pourtant il a dit qu'il allait rester au Paris Saint-Germain. Donc ça veut tout dire. Allez, dans quelques instants, les avis tranchés de l'after, dans la deuxième heure de l'after. On va parler vidéo, on va parler de la Ligue 1 et du jeu qui est de plus en plus attractif, et on va aussi parler de foot anglais, ou plutôt de mercato anglais avec Philippe Auclair. A tout de suite dans l'after.